la méthodologie d'utilisation des outils de communication. Et troisièmement, de choisir les outils de communication pouvant être utilisés en communication de masse. Excusez-moi, juste une seconde, je vais voir si la fenêtre est ouverte ou pas. Voilà, c'est bon. Donc, nous avons vu ensemble les objectifs. Alors, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, hein? Donc, comme introduction, comme plan, nous allons voir, vous allez avoir présenté l'introduction. Qu'est-ce qu'on entend par cadre de référence dans ce cas-là? Quel est l'intérêt et limite des outils de communication? Quelle méthodologie utiliser pour l'utilisation des outils de communication? Ça consiste à quoi les outils de communication? Et enfin, on terminera par la conclusion. Alors, en guise d'introduction, donc, nous sommes exposés à de problèmes de santé qui sont importants, et notamment ces maladies-là représentent maintenant, sont situées en première ligne dans les causes de décès. Ce sont les maladies chroniques. Nous sommes exposés à des maladies chroniques. Le constat est de voir des gens qui sont obèses, des gens qui ont le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Ces maladies et d'autres aussi, telles que la DDB, la dilatation de branches et autres maladies, ont des origines multifactorielles. Et si vous vous souvenez bien, donc, comment on peut expliquer l'apparition d'un problème de santé, quels sont les déterminants d'un problème de santé? Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler rapidement les déterminants de la santé, c'est quoi? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a très peu de gens qui sont présents d'ailleurs, hein? Rihem, vous m'entendez? Oui, madame. Outaï, vous m'entendez? Amel Outaï. Oui, madame. Vous répondez. Pour tout le monde, je parle. C'est un peu embêtant, genre, je parle, mais je ne sais pas, est-ce que l'autre partie est en train de m'écouter ou de faire autre chose? Ah, Amel Outaï, par exemple, quand on détermine un problème de santé, quand on parle de problème de santé, il y a des déterminants. Rappelez-moi les principaux déterminants d'un problème de santé que vous avez vu au cours de première et même deuxième année. Le revenu et le statut social, madame. Un statut social. Quoi d'autre? L'éducation et la littérature, par exemple. L'éducation. Hein? L'environnement physique. L'environnement physique. OK. Rihem, est-ce que vous pouvez ajouter d'autres? Rihem, Non, madame. est-ce que vous n'avez pas d'autres déterminants? Barkesh. Zourin, haka, Zourin Barkesh. Zourin, elle n'est pas là? Mais je passe. Alors, il faut trouver la bonne diapo maintenant. Mais
Vous voyez la diapo, hein? Est-ce que vous voyez la diapo? Rihem, vous voyez la diapo? Oui, madame. Introduction. Ah, il fait l'introduction. OK. Mhm. Donc, que le problème de santé, il a des déterminants. Votre ami tout à l'heure a dit certains de ces déterminants. L'environnement physique dans lequel la personne ou la population vit. Il y a aussi la biologie, la constitution de la personne. Il peut y avoir des maladies héréditaires. Donc, ces personnes-là sont plus exposées à voir la maladie apparaître en question. Il y a aussi les comportements, les habitudes de vie. C'est un des principaux déterminants des maladies d'une façon générale. Et de l'autre côté, dis-moi, vous avez une autre quatrième flèche qui est le système de soins. Les structures sanitaires, hôpitaux, centres de santé de base, cabinets privés, cliniques, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, pour diminuer le cancer du sein? Voilà, pour diminuer le cancer du poumon. Donc, c'est en fonction de ces déterminants. Il y en a d'autres déterminants aussi. La première, l'étudiante questionnée tout à l'heure a parlé le système éducatif, socio-économique, etc. Il y a d'autres déterminants que sont des déterminants distaux, l'économie, la politique du pays, la culture du pays, etc., qui peuvent aussi déterminer le comportement, l'apparition ou pas, l'augmentation, la diminution des maladies. Donc, ces maladies qui ont plusieurs facteurs, des facteurs comportementaux, facteurs environnementaux, et nous avons le système de soins, par exemple, qui ne fait pas suffisamment de sensibilisation. Donc, tous ces facteurs sont là, ils sont multifactoriels. Donc, ces maladies-là ont des facteurs qui sont multiples, à côté, bien entendu, de l'environnement. Je viens de parler de l'environnement social, politique, culturel et économique en mouvement perpétuel. Donc, ces déterminants s'influencent entre eux. L'environnement peut influencer le comportement, l'habitude de vie. Et l'environnement peut influencer aussi la biologie de la personne. Okay? Donc, comment lutter contre ces maladies, les principaux problèmes et qui sont déterminés par des facteurs comportementaux, donc ce sont des habitudes de vie, comment peut-on intervenir? Seulement par la communication, enfin seulement en grande partie pour rendre, puisque ce sont des facteurs de comportement évitables, donc on doit changer le comportement des personnes. Donc, c'est à travers la communication en matière de santé. On doit communiquer, on doit passer un message. Donc, c'est une stratégie, donc la communication en matière de santé est une stratégie, une façon de faire essentielle visant à informer le public concernant certains problèmes de santé et à faire en sorte que d'importantes questions de santé intéressent la population. Donc, il faut nous aussi avoir cette méthodologie, cette façon de faire pour attirer l'attention de la population pour qu'ils nous écoutent quand on sensibilise. Donc, les acteurs de santé font appel à une multitude d'outils pour faire passer une information ou développer des programmes de promotion de la santé. On parle aussi du marketing social quand on fait de la sensibilisation. Vous voyez le marketing dans les postes de télé, etc. On parle d'un yaourt, d'un gâteau, ou chimie et autre chose. On fait du marketing. Nous aussi, en tant que professionnels de la santé, nous devons apprendre à faire ce marketing. Comment vendre nos messages. Et pour vendre nos messages, nous avons aussi besoin des outils de communication qui sont des moyens que se donne une institution ou des individus pour améliorer ou rendre plus efficace la transmission d'un message. Alors, quand on parle de l'éducation pour la santé et la communication de masse, on se réfère à des cadres de référence théoriques qui sont là, qui existent dans le monde entier. Justement, parmi ces cadres, ce sont les objectifs de développement durable, ce sont les ODD, vous les avez vus la première année, peut-être la deuxième année. Donc, ces ODD, c'est une façon d'amener tous les pays du monde à travailler pour la réalisation d'objectifs concernant le développement durable. Et cela depuis 2015 jusqu'à 2030.
Donc, ça suppose aussi qu'à la fin, avant la fin de 2030, il doit y avoir des indicateurs pour dire est-ce qu'on s'est amélioré ou pas. Alors, ces EDD, ils sont nombreux. Il y en a 17 objectifs. Et parmi les 17 objectifs, il y a le 3e objectif, celui-là, qui concerne directement la santé. Donc, l'objectif 3 qui permet à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Bien que les autres objectifs aussi, ils touchent indirectement la santé. Par exemple, si on prend le cas du premier objectif, qui est de limiter la pauvreté, pas de pauvreté. Donc, pourquoi pas de pauvreté? Elle a un lien direct avec la santé parce que si quand on élimine la pauvreté, il y a une valorisation de la personne peut s'alimenter convenablement, peut aller à l'école et peut travailler en bonne santé. Donc, presque tous les objectifs des ODD ont un lien indirect avec la santé. Donc, cet objectif 3, il permet à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous et à tout âge. Donc, de naissance avant le décès. Alors, ces objectifs, parmi les objectifs qui nous concernent maintenant, ce sont la mortalité maternelle, les décès évitables des nouveau-nés, c'est l'épidémie de sida, la tuberculose, l'hépatite, les accidents de la voie publique, comment promouvoir la santé mentale et le bien-être, comment aussi assurer l'accès à des services de santé sexuelle et procréative, la protection contre les risques financiers, donc il ne faut pas s'appauvrir, la lutte contre le tabac, et un des objectifs aussi, faciliter l'accès universel, ok, d'accord. Donc vous voyez que parmi l'objectif 3, parmi des indicateurs, il y a des indicateurs qui touchent des facteurs de risque. Le deuxième cadre dont je veux parler aussi, à côté des ODD, donc il y a des exigences internationales, mais il y a aussi, depuis 1986, il y a aussi la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, et on vous a parlé de ça en première ou en deuxième. Alors, c'est quoi cette promotion de la santé? Je rappelle, c'est un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Donc, la personne qui est malade ou qui risque de tomber malade, ce n'est plus le personnel de la santé qui est le seul responsable de sa santé, mais elle aussi, elle est responsable de sa santé. Et l'exemple typique, c'est pour le tabac. Nous savons en tant que médecins que le tabagisme entraîne beaucoup de cancers, et notamment le cancer du poumon. Et avec ça, malgré qu'on parle, par exemple, aux patients, mais les patients continuent à fumer. Donc, il faut aussi que la population fumeuse, soit responsable de son problème, et ainsi, peut-être qu'elle arrêtera un jour de fumer. Alors, en quoi elle consiste la promotion de la santé? Donc, les 5 axes de la promotion de la santé, c'est d'élaborer une politique publique saine. Ça veut dire que dans la politique du pays, il doit y avoir des mesures législatives, des mesures fiscales ou des changements organisationnels. Je donne l'exemple ici du cas du tabac. Il y a une augmentation du prix du tabac. Et cette augmentation du prix du tabac, elle est dirigée pour guérir les malades cancéreux, les cancers du poumon. Les changements organisationnels, par exemple, quand on parle à la population et dire qu'il faut des parcours santé pour faire du sport, donc il faut que la municipalité, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Intérieur, etc., ils favorisent et ils donnent des prérogatives pour qu'il y ait obligation d'avoir des parcours santé. Donc, il faut que ça soit appuyé par une politique publique du pays, saine, en faveur de la santé. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il crée des milieux favorables. Donc, la personne, quand elle est née, elle doit passer par des milieux favorables. À la maison, on mange sain, au jardin d'enfants, on mange sain, à l'école, on mange sain, au lycée, on mange sain,
et à la faculté, on mange sain et en milieu professionnel, on doit manger sain. Donc, même dans notre milieu, quand on voit au sein de la buvette, il y a encore beaucoup de frites, beaucoup de Coca-Cola, etc. Donc, il faut que ce soit des milieux normalement sains. Donc, c'est juste pour attirer l'attention. Donc, créer des milieux favorables. Là où passe ces personnes, on doit toujours penser à sa santé et créer donc des milieux qui favorisent cela. Troisième axe, c'est de renforcer l'action communautaire. C'est la participation donc effective et concrète pour la fixation des priorités, de prise de décision et à l'élaboration des stratégies d'action pour atteindre un meilleur niveau de santé. Alors là, ça veut dire quoi, grosso modo? Si je veux faire une action de sensibilisation de population, je dois presque tout le temps travailler avec la société civile ou des associations. Quand je parle de société civile, c'est d'une façon générale. Donc, parce que quand il y a une association ou la société civile, par exemple, dans une région, là, dans une localité, je vais utiliser ces ressources personnelles et peut-être, pourquoi pas, d'équipement, etc., pour qu'elle m'aide, pour que je passe mon message à cette population. Parce que cette société civile, elle connaît peut-être plus que moi comment les habitudes des gens. Donc, elle peut m'informer sur les habitudes de gens. Donc, premièrement, élaborer une politique publique, donc au niveau national. Deuxièmement, créer des milieux favorables. Troisièmement, renforcer l'action communautaire. Quatrièmement, on va s'intéresser maintenant à l'individu. Il faut donc acquérir des aptitudes individuelles chez la personne. Donc, la promotion de la santé soutient le développement individuel et social en offrant des informations, en assurant l'éducation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes indispensables à la bonne santé. Donc, il faut que cette personne soit capable, donc nous, en tant que professionnels de la santé, on doit passer des messages à cette personne-là et le convaincre pour changer un comportement néfaste en faisant cette éducation pour la santé et ce qu'on appelle l'IEC, c'est l'information, éducation par l'information, l'éducation et la communication. Donc, nous avons vu au début la politique, puis là où passent les personnes, ce sont les milieux favorables, puis au niveau de la communauté, on doit travailler avec les autres pour assurer un bon message et sensibilisation de la communauté. Quatrièmement, on doit acquérir des aptitudes individuelles. Chaque personne doit se sentir responsable de sa santé. Donc, un jeune écolier, voilà, par exemple, quand on le persuade à l'avance qu'il ne doit pas prendre sa première cigarette, et on sait qu'en moyenne, ils peuvent commencer à l'âge de 10-11 ans, donc on le persuade de cela, et on essaie de le convaincre, et pourquoi il ne doit pas prendre la première cigarette. Donc, ainsi, on pourrait, à les conditionnels, avoir moins de jeunes qui fument. Dans les adultes, nous avons les 30-35% d'adultes qui fument. C'est beaucoup. Cinquième axe concernant cette promotion de la santé, c'est le système. Donc, on a un des déterminants d'un problème de santé, ce sont les structures de soins. Donc, les structures de soins doivent se préparer aussi pour faire la promotion de la santé. Donc, on ne doit plus se limiter aux prestations de soins. Je ne dois pas seulement guérir la personne qui vient malade dans le centre santé de base, mais je peux, moi, me diriger vers la population pour les éduquer sur l'alimentation saine, par exemple, avant d'être obèse, avant d'avoir un diabète type 2. Donc, on doit s'ouvrir avec des pratiques multisectorielles, on doit apprendre à travailler pour faire la promotion de la santé, on doit apprendre à travailler avec d'autres secteurs. Je peux travailler avec la municipalité, avec la délégation, avec d'autres services, avec l'ONAS, avec la SONED, etc. Donc, en fonction de mon besoin, je dois travailler avec d'autres partenaires. Parce que la santé, ce n'est pas aussi la responsabilité seulement du ministère de la Santé et de ses professionnels. Toutes les autres directions ont aussi une responsabilité. Et enfin, on doit favoriser l'adoption par la population des modes de vie sains. Voilà, ça concerne donc les 5 axes de la promotion de la santé.
Alors, je rappelle aussi, c'est un autre cadre, nous, habituellement, quand on fait une communication interpersonnelle ou une communication médecin-malade, nous avons un émetteur, le schéma classique, émetteur-récepteur. Il y a un message qui va passer, il y a peut-être du bruit aussi, moyennant des outils de communication. Comment on va parler pour que la personne comprenne mon message et avoir un feedback par la suite. Quand on parle de communication de masse, c'est le même schéma, sauf que au lieu d'un émetteur, nous allons avoir des acteurs de santé, ça peut être 2, 3 personnes, un groupe, et le public, le récepteur, c'est un public plus vaste, ça peut être un groupe de 30 personnes, de 50, de 100, de 500 personnes, de 8 millions de personnes, par exemple, si on s'adresse à la télévision, par exemple. Donc, la communication de masse, donc on passe d'acteurs de santé vers le public destinataire, et un public bien spécifique, pour passer des messages. Moyennant, comment ça? Moyennant l'utilisation de communication, d'outils de communication. Alors, on va voir la troisième partie, l'intérêt et limites des outils de communication. Alors, les outils de communication, ils servent à montrer, à illustrer, à expliquer, à soutenir, à accomplir une action. Donc, c'est quelque chose qui va m'aider. Un outil bien choisi est un auxiliaire inestimable pour mener une action, mais à condition de savoir où l'on veut aller. OK? J'utilise le moyen de logiciel du Teams. Si on ne connaît pas du tout, on ne peut pas arriver pour passer un message. Donc, il faut déjà s'y connaître. À titre d'exemple, en illustrant quelque chose par l'image, ils permettent de visualiser des situations difficiles à expliquer. Si on ne trouve pas les mots parfois, il suffit de mettre l'image, c'est l'image qui est parlante. Ou bien aussi, on peut illustrer par le son. Donc, il accentue en soulignant des informations importantes. Donc ça, ce sont des outils qu'on peut utiliser, des exemples d'outils qu'on peut utiliser. Mais attention, avant de dire attention, donc des outils bien choisis peuvent créer entre les interlocuteurs et l'ambiance propice à la transmission du message. Ça peut bien se passer. Sinon, trop de personnel de santé recourt aux outils parfois sans les avoir intégrés dans une stratégie de communication. Donc, il faut bien connaître quel est l'outil que je peux utiliser, pour qui et comment j'utilise cet outil-là. L'outil peut même casser tout processus de communication. Quand il est choisi comme solution de facilité, je me dis, je vais passer un film pour les enfants, c'est un film éducatif, donc je vais passer, moi je vais être quoi? Je ne parle pas du tout. On laisse passer le film. Donc, non, ça, on ne réussit pas notre séance quand on fait des choses comme ça. Je peux passer un film, mais il y a des choses qu'on peut faire avant le film, au cours du film et après le film. Comment peut-on maîtriser les limites? On doit forcément assurer la formation des professionnels de santé à l'utilisation des moyens de communication. Cette formation est fondamentale. Donc, pour qu'ils apprennent à utiliser un outil, parce que quand on sait utiliser un outil, c'est non seulement connaître les exigences et les possibilités techniques, mais aussi et surtout savoir l'utiliser dans un processus pédagogique pour que les gens retiennent, dans une stratégie de communication. Donc, j'utilise un processus pédagogique dans mon activité, c'est une stratégie de communication. Donc, cette formation, elle nécessite donc d'obéir à quelques règles fondamentales pour utiliser les outils à bon escient. Donc, si on fait la formation du professionnel de santé comme vous, par exemple, donc il y a des règles à suivre, des règles fondamentales. Alors, c'est quoi ces règles? On va commencer tout d'abord par la méthodologie de l'utilisation des outils de communication. Je me dis, avant d'utiliser ces outils, il y a une certaine méthodologie que je dois respecter. Donc,
comment concevoir, voilà, choisir, utiliser un outil qui aide à répondre le plus efficacement à ses besoins, ce dont j'ai besoin, ce dont la population a besoin. Donc, choisir l'outil avec méthode, c'est se donner des atouts supplémentaires pour arriver au résultat escompté. Donc, je favorise la réussite. Je prévois une réussite quand je connais la méthode. Que comprend cette méthodologie de l'utilisation des outils de communication? Elle comprend 8 étapes donc, qui précèdent l'élaboration ou l'utilisation de l'outil. Avant d'aller vous projeter des diapositives, pour voilà l'éducation, je vais passer ces diapos. Avant cela, je dois respecter les 8 étapes de la méthodologie. 8 étapes. Premièrement, la première étape est de répondre à un problème identifié. Donc, on ne peut pas parler de 5 problèmes à la fois. Donc, on doit choisir un problème qui est prioritaire pour une certaine communauté. Donc, je me dis, par exemple, c'est l'alimentation saine. Parce que je remarque qu'il y a un problème identifié, excusez-moi, juste le problème, c'est l'obésité, par exemple, chez les enfants en âge scolaire. Je constate qu'il y a un problème. Je constate comment? Pas à vue d'œil. À vue d'œil, ça m'inspire des idées. Mais je dois avoir aussi une documentation. Je dois avoir des articles, des thèses, des mémoires qui ont été faites. Donc, je choisis un problème prioritaire. Commençons par un problème. Dans ce problème prioritaire, je me dis, il peut y avoir beaucoup de possibilités de passer des messages. Donc, comment prévenir l'obésité, comment guérir l'obésité, comment maintenir une taille idéale, un poids et taille idéal, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup de questions. Donc, pour le problème de l'obésité, je choisis un ou deux objectifs. Donc, on va définir et clarifier les objectifs poursuivis. On doit se demander tout le temps, que cherche-t-on à provoquer chez ceux qui vont recevoir le message? Un changement de comportement. Une alimentation malsaine, parce que j'ai remarqué que l'alimentation est malsaine, je vais passer à l'alimentation saine. Je dois aussi savoir quelles connaissances ont ces personnes-là sur l'obésité, sur le problème de l'obésité. À certains moments, il y a peut-être 50 ans, l'obésité, une autre qui a une taille idéale, donc quelles connaissances ils ont déjà et quel savoir-faire doivent-ils acquérir? Pour vous, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à faire? Donc, on doit énoncer, donc on se pose ces questions-là, on cherche dans les littératures, on voit avec la société civile, avec les personnes clés dans une communauté, et on va essayer donc d'émettre nos objectifs pour favoriser l'alimentation saine. Donc, les objectifs doivent être émis d'une façon SMART. Vous vous souvenez de SMART? Ce sont des objectifs qui doivent être spécifique, donc qui répond à mon besoin, mesurable, donc des indicateurs, je dois partir, maintenant, dans cette communauté, il y a 30% d'enfants scolarisés qui sont obèses. Moi, je veux diminuer de moitié, à 15%. OK? Donc, spécifique, mesurable, je peux l'apprécier, réalisable. Je vais parler de changement de comportement, et vous connaissez qu'il y a les légumes, les fruits, les protéines qui sont là en Tunisie, qui sont à la disposition de la majorité des gens, et limité dans le temps. C'est limité dans le temps. Donc, je dis, je vais diminuer de moitié la prévalence de l'obésité chez les enfants scolarisés, dans la région de Qala Kbira, par exemple, d'ici 2022. D'ici une année. Okay? Donc, mes objectifs doivent être SMART. Le troisième point, c'est de savoir ce que nous, on veut dire. Est-ce que le message a-t-il été bien identifié? Donc, ça m'a des messages qui doivent ressortir. Les messages doivent être clairs,
concis, complet. Et quand on dit le message, ça suppose que nous, quand on va parler de l'obésité dans le cadre du problème obésité, de l'alimentation saine, on doit se documenter, on doit lire. Par la suite, on va traduire en langage simple pour ces écoliers. Ça peut être, si on peut parler d'alimentation saine, si j'ai femmes obèses, voilà, qui ne sont pas obèses, qui risquent d'être obèses, mais qui ne sont jamais allées à l'école, peut-être qu'on parlera d'une autre façon et on trouvera les mots adaptés. Mais premièrement, il faut que nous, en tant que professionnels de la santé, j'ai des connaissances dans ma tête, je lis, je prends des informations concernant l'obésité et l'alimentation donc saine. Comment corriger cela? Et je me demande aussi par la suite, est-ce que le contenu pourrait-il être transmis par d'autres outils? Moi, peut-être, je pense faire un sketch pour passer l'information, peut-être une affiche plus parlante pour les écoliers, peut-être. Donc, nous avons dit combien la méthodologie comprend combien d'étapes? Quelqu'un peut me répondre? 8 étapes. 8 étapes. Donc, la première, répondre à un problème identifié. La seconde, donc, définir les objectifs et clarifier les objectifs poursuivis. La troisième, c'est de savoir ce que nous voulons leur dire, savoir ce que l'on veut dire, parce que entre ce que nous connaissons en tant que professionnels de la santé, des choses scientifiques, et ce que eux ils peuvent comprendre, donc on doit l'adapter. La quatrième étape, c'est à qui est destiné ce message-là. On doit préciser, identifier la population. Donc, identifier la population qui est destinée le message. Donc, pourquoi? Parce que les outils peuvent différer. Donc, les outils de communication doivent être adaptés aux caractéristiques de la population à laquelle ils sont destinés. Moi, je ne peux pas présenter au jardin d'enfants, pour un enfant, des enfants de 4 ans, un film. Ça ne va pas les attirer. Autant que, par exemple, les présenter sur place, faire des démonstrations sur place, réelles. Donc, à chaque fois que je réfléchis sur une séance de sensibilisation, une des étapes est de dire qui est ma population. Ce sont des enfants, des adultes, milieu urbain, milieu rural. Comment vit cette population? Que dit-elle de ses problèmes? Et attend-elle quelque chose de l'intervention des professionnels de la santé? Et des termes, parfois, il faut être très proche de la population vers laquelle on va se diriger. Par exemple, de dire l'obésité, donc, monsieur, vous allez utiliser par la suite leurs termes, leur terminologie. Donc, on a vu la quatrième étape, c'était identifier la population à qui est destiné le message. Cinquième étape, c'est de faire l'inventaire des ressources disponibles. Il faut dire quand on va se déplacer vers la population. Quel que soit le type de déplacement, je peux aller à la radio, comme je peux aller à 50 km pour faire une séance de sensibilisation pour 50 personnes. Donc, j'ai besoin de ressources. Ces ressources, elles peuvent être de 3 types. Des ressources humaines, quelles sont les personnes qui vont aller, qui vont parler, qui vont installer le matériel, etc. Des ressources humaines. Des ressources financières, parce que je dois acheter par exemple, me déplacer pour l'essence, voilà, utiliser du papier, ou distribuer des papiers à remplir, un formulaire à remplir rapidement, par exemple. Donc, elle a acheté des petites choses, donc du matériel, ou acheter du matériel. Je peux avoir besoin du vidéoprojecteur, par exemple, si j'ai besoin de projeter quelque chose pour les enfants scolarisés. Donc, je me demande, est-ce que j'ai ces moyens-là, ces ressources, les ressources humaines, financières et matérielles, est-ce qu'ils sont disponibles? Et je dois déjà les identifier. Dire combien j'ai besoin de personnes, combien j'ai besoin d'une rame de papier, par exemple. J'ai besoin d'amener un couffin avec des aliments sains, qui va acheter ces aliments sains, et le matériel. Okay?
La sixième étape est d'identifier la situation de communication. Comment je vais communiquer la situation en elle-même? Donc, quelles sont les situations les plus favorables pour communiquer? Je fais un grand meeting, voilà, je fais des conférences, voilà, je fais autre chose. Qui est ma situation? Comment vous prévoyez? Là, je roule un assez dans une école, je vais prendre les classes de sixième année primaire. Par exemple, je les prends, ils sont nombreux, ils sont peut-être 4 classes, maintenant, 20, disons 20, 80 personnes. Bon, est-ce que je prends tous les 80? Voilà, je les divise en deux. Et comment je vais passer le message? Ce sera comment? Je vais leur parler, je vais faire donc une conférence, ou là, plutôt, je vais faire des jeux de rôle. Comment? Quelle est la meilleure situation à passer à cette population cible, moyennant mes ressources disponibles? Donc, si c'était la situation de communication, la septième étape, c'est, je me dis, et tout ça, hein, ça se fait avant d'aller à la séance. Voilà. Tout se prépare à l'avance. C'est d'évaluer l'impact de l'outil de communication. Déjà, je dois réfléchir comment je vais évaluer l'impact de l'outil de communication que je vais utiliser. Donc, je vais voir, je vais mesurer, je vais évaluer le degré de réception du message. Quel feedback? Quand vous allez poser des questions, vous allez voir les réponses. Ouais, pour des écoliers, ils peuvent remplir des petites questions, 4 petites questions, pour voir un pré-test à l'avance, pour voir leur niveau de connaissance réel dans la salle. On va, madame, votre intervention, vous faites un post-test et vous dites, voilà, donc c'est possible. Ça, c'est possible quand nous avons 40, 30 personnes. Mais quand on parle à 1000 personnes ou 2000 personnes, voilà, à la radio, c'est pas possible. Voilà, à la télévision, c'est pas possible de faire ça. Donc, pour la septième, c'est d'évaluer l'impact de l'outil. L'outil de communication choisi, donc, a-t-il permis de faire passer le message? Et quels sont les indicateurs qui permettent d'apprécier si le message a été reçu? OK? Huitièmement, et la dernière étape, donc, on doit évaluer les résultats obtenus par rapport aux problèmes identifiés. Donc, les outils qu'on a utilisés ont-ils permis de traiter le problème identifié? Ont-ils aidé à apporter une réponse aux besoins de la population? Ont-ils permis d'atteindre les objectifs? Nous nous sommes posés, par exemple, pour l'alimentation, pour l'obésité, de diminuer de 15% l'obésité chez l'enfant en âge scolaire, bien entendu, entre parenthèses, tout en dehors de toute pathologie morbide, donc qui peut entraîner l'obésité, hein, à part ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, donc il faut à la fin dire est-ce que nous avons atteint les 15% qu'on a émis au tout début. Alors ça, comment on l'obtient? On peut l'obtenir qu'après après avoir fait notre séance, etc., on peut faire de nouveau des enquêtes en milieu scolaire concernant les enfants âgés de 6 à 12 ans, par exemple, et de dire, pour la même enquête, auparavant, on avait des enfants de 6 à 12 ans qui avaient une prévalence de l'obésité de 30%. Si on a fait une intervention et un grand tapage, etc., on peut refaire une année après une enquête auprès des enfants de 6 à 12 ans et on va voir si on a toujours 30% ou moins. Et combien? 15%? 25%? 10% peut-être? OK? Voilà, donc on doit évaluer ce qu'on nous sommes en train de projeter, de faire, parce que notre but, c'est le changement de comportement des gens. Comment? Par la sensibilisation, moyennant l'utilisation des méthodologies et des outils. Donc ça, c'était les 8 étapes sur la méthodologie de l'utilisation des outils de communication. Qu'en est-il maintenant des outils de communication? Donc on passe à la 5e partie de notre enseignement formel. Donc les divers outils de communication, on les a classés en support papier, support audiovisuel et autres supports. Alors, pour support papier, nous avons le texte. Un texte peut être écrit, mais pas très lent, mais pas très ennuyeux aussi. Donc, il faut maîtriser le contenu scientifique
avoir un langage simple, humoristique un petit peu, poétique si on veut, mais ne pas privilégier la forme sur le fond. Donc, Dima, le fond doit contenir des messages qu'on aimerait passer, mais écrits dans un texte agréable à lire. Toujours dans le support papier, à côté du texte, nous avons les illustrations. Il peut y avoir des illustrations graphiques et des illustrations photographiques. Alors, les illustrations graphiques, c'est l'exemple des bandes dessinées, par exemple. On peut demander à quelqu'un de nous faire ces bandes dessinées, ou bien de faire des dessins, parce que ces bandes dessinées offrent plus de souplesse que la photo. Ça peut être fait très rapidement par quelqu'un qui s'y connaît. Et ces illustrations graphiques peuvent être en couleur ou noir et blanc. Toujours dans les illustrations, à côté des illustrations graphiques, il peut y avoir des illustrations photographiques, mais à condition que ce soit des clichés de très bonne qualité. Et on utilise ces photos quand on veut surtout passer des messages qui font peur et qui ont des catastrophes, par exemple, pour la vie humaine, tels que les accidents de la voie publique. Pour diminuer les accidents de la voie publique, il suffit de passer cette image-là et il y aura toujours une certaine peur de la part de la population. Et comme ça, peut-être il réfléchira un jour, surtout quand on dit il y a un excès de vitesse, etc. Donc, il pensera tout le temps à diminuer la vitesse de circulation. Comment utiliser, donc, on vient de voir le support papier, le texte, les illustrations, mais comment utiliser ces supports papier? Donc, ça peut être sous forme de documents à distribuer individuellement. Donc, vous avez les petits livrets. Elle a des dépliants, mais parfois il y a des petits documents de 8-10 pages, très agréables à lire. Il y en a beaucoup, surtout en milieu scolaire. Ou bien ça peut être des dépliants, ou bien des brochures, ou bien des livrets, ou des autocollants. Mais malheureusement, il faut faire très attention parce que parfois il y a beaucoup de gaspillage. Par exemple, quand il y a des tentes de sensibilisation, on n'en a pas vu depuis 2 ans à cause de Covid, mais une année, disons, une année et demie quand même. Mais auparavant, on faisait des tentes de sensibilisation en pleine avenue Habib Bourguiba et on distribuait des dépliants, des brochures. Donc, on donne, tant que quelqu'un peut passer au niveau de la tente, on lui explique, on dit, on parle, on lui donne par exemple des brochures, des dépliants, et dès qu'il nous quitte à 2 mètres, il va jeter par terre ce dépliant. Ça, c'est du gâchis, malheureusement. Ça peut être aussi, comme ces supports papier, des documents regardés collectivement à type d'affiche ou d'exposition. Par exemple, des exemples comme ça d'affiches. Une affiche qui est collée, quand on voit cette affiche, elle doit être parlante d'elle-même. On n'a pas besoin d'expliquer le contenu de cette affiche-là. Donc, quand vous voyez l'exemple d'affiche, c'est pour l'activité physique, donc vous soyez actif à votre façon. Ça, c'est pour les jeunes, les adolescents et les jeunes. Donc, intégrer l'activité physique à votre quotidien, à la maison, à l'école, au travail, au jeu, dans vos déplacements, et mener une vie physiquement active. Alors, pour d'autres personnes plus âgées, pour diminuer, pour encourager l'activité physique, on fait la deuxième affiche, donc c'est soyez actif à votre façon, tous les jours, à votre façon. On adapte avec notre état de santé, notre âge aussi. Et l'âge n'est pas une barrière à l'activité physique. Donc ça, c'est le type de support papier qu'on peut utiliser. Ça, c'est une autre affiche qui est très parlante. Par exemple, c'est sur la lutte contre le tabac, c'est montrer la vérité, les mises en garde illustrées sauvent des vies. Et sur le paquet de tabac, comme vous voyez, c'est écrit « Le tabac provoque des maladies de la bouche, entre autres le cancer, pour l'inflammation, etc. » Et dès qu'il ouvre avant d'ouvrir, c'est l'image des altérations donc, au niveau de la gencive et des dents. Donc ça risque de modifier le comportement. Mais pour le tabac, c'est toujours une très grande lutte pour ça. Et moi, je vois, vous avez vu peut-être aussi comme moi, les aéroports, parfois, vous voyez tout un rayon du tabac et c'est écrit, c'est bien écrit, le tabac tue.
Et avec ça, les gens se dirigent vers ces rayons-là. Ils sont en train d'acheter leur paquet de cigarettes. Le deuxième support, c'est le support audiovisuel. Il y a 3 types, support papier, support audiovisuel et autres supports. Alors, les supports audiovisuels, commençant par les films vidéo. Donc, techniquement, pour le préparer, c'est très coûteux, c'est très difficile aussi. On peut arriver, on peut le faire, mais c'est coûteux, ça prend du temps aussi. Donc, il est difficile qu'à grande technicité, mais savoir intégrer le moment et visionner le film avant la séance. Donc, si on veut passer le film, une des chaînes, on doit savoir à quel moment on doit passer ce film-là. Et bien entendu, le film doit être vérifié et vu avant de le passer. Il peut y avoir des erreurs de message, hein, il faut faire très attention. Les diapositives, donc le support audiovisuel à côté des films vidéo, ça met les diapositives. Donc, un des meilleurs supports audiovisuels. Donc, c'est un support qui est peu coûteux, réalisation possible sans connaissances techniques très sophistiquées et intégré à un message, donc, autre diapositive de sa propre production. Donc, ce diapositive, c'est très facile et avec ça, on peut travailler en milieu scolaire aisément. Donc, à côté du film vidéo, les diapos, il y a les transparents. Bon, on utilise de moins en moins les transparents. De moins en moins, on les utilise. C'est pas coûteux du tout, presque pas, à part les stylos. Mais sinon, on utilise de moins en moins, on préfère les diapositives. Alors, les autres supports, on a donc support papier, support audiovisuel et autres supports. Alors, parmi les autres supports, on a les jeux. On peut passer des messages en faisant des jeux. C'est un caractère attractif et positif à des sujets pas toujours réjouissants. Tabac ou l'alcool. Et les jeux, on peut toujours donner pour les enfants, par exemple, si on parle, mais je peux tabac, l'alcool, bien entendu, pour l'alimentation ou pour l'activité physique pour les enfants, on peut donner des petits cadeaux, un stylo, un petit carnet, etc. Ces jeux-là, ils permettent de dépasser le simple apport de connaissances et de mettre les gens en situation. Donc, ils vivent ça réellement. Il va faire, mais je le connais, mais il va faire. Et intéresse tous les groupes d'âge de 7 à 70 ans. Je connais maintenant, par exemple, un petit jeu comme ça pour rafraîchir la mémoire. On est tous partants. Et les jeux sont des modes de diffusion. Le mode de diffusion des jeux, c'est le lieu public. Ça peut être fait, les tentes, on les a fait à certains moments, on fait les tentes de sensibilisation, puis les écoles primaires, puis le télématique aussi. D'autres supports, c'est le théâtre pour enfants. Alors là, c'est extraordinaire quand on peut passer des choses à travers le théâtre, un théâtre avec les marionnettes ou un théâtre tout simplement avec les enfants qui jouent les acteurs. Ça, on peut passer beaucoup de messages à travers ça. Troisièmement, le livre pour enfants. Les livres scolaires, on est tous passés le primaire ou secondaire, surtout le primaire, il y avait toujours des messages sur la propreté, sur l'alimentation, secondaire, sur les méthodes contraceptives, etc. dans les livres scolaires. Et à côté de ces livres scolaires, il y a les livres dits scientifiques. Je pense qu'une grande partie d'entre vous Sciences et Vie Junior. Donc, il y a des livres scientifiques qui sont très intéressants, adaptés à l'âge de l'adolescent aussi. Donc, les jeux, le théâtre, le livre pour enfants et les médias. Alors, les médias sont nécessaires, mais souvent sont difficiles, les journaux. Donc, les journaux aussi, il faut faire très attention. Le journaliste tout seul. Donc, on essaie de convaincre le journaliste. Il a cette technique de communication, etc., pour écrire facilement, pour écrire aux gens un texte. Mais il est préférable de donner, nous, professionnels de la santé, le texte avec les idées principales. Après l'interview, pour être sûr qu'il va passer le bon message. Les journaux, donc, établir de solides liens de collaboration en faisant parvenir régulièrement aux journaux des communiqués de presse. Il peut y avoir des gens qui peuvent écrire, par exemple, 20 lignes à chaque fois sur la santé. La rubrique plus journal, rubrique vie et santé, par exemple.
c'est possible aussi de faire ça et de passer des messages. Les médias aussi, ça met les magazines féminins, donc qui sont importants. Ça, on les utilise surtout pour donc féminins, donc c'est plutôt les femmes qui vont lire ces magazines-là. Ça peut porter sur les soins aux enfants, la propreté, l'alimentation, la surveillance de la grossesse, voilà sur l'allaitement. Ça aussi, il faut passer on peut passer de bons messages à travers les magazines. La radio, donc la radio est la plus efficace pour communiquer dans les régions lointaines en particulier. Donc, ça m'a les émissions hebdomadaires, je n'écoute pas beaucoup maintenant la radio, mais je sais par moment, la radio de Monastir, elle passe des messages, ou elle a des séances santé, donc avec des interactions avec les citoyens parfois. Ça m'a dit, les flashs info santé, ça a commencé avec Dr Hakim il y a très très longtemps de ça, des flashs, vraiment des flashs qui captent l'attention. Quand Dr Hakim il parle à 8 h du matin après les infos et je pense à 13 h de l'après-midi, donc à 13 h après l'info aussi, il répète le même message. Donc c'était vraiment des flashs très intéressants. Parmi les médias aussi, la télévision. Donc, je ne vous apporte rien si je dis l'impact considérable de la télévision sur les gens pour élargir leurs connaissances. Concernant un problème de santé, il y en a beaucoup d'émissions, on fait les chaînes, fait partout dans toutes les chaînes. Et aussi l'influence de l'opinion publique. Hatit Lamine Nahdi exprès, parce que Lamine Nahdi a fait un sketch qui est passé à la télévision. Il y a peut-être de ça, il y a 30 ans peut-être, hein. Un sketch, c'était pour encourager les familles, les parents, donc pour amener leur enfant pour la vaccination contre la rougeole. Parce que la rougeole avait un taux faible, il y a 30 ou 35 ans de ça, c'était des taux faibles. Toute couverture vaccinale par la rougeole était faible. Donc, choufou, le scénario, donc c'était quelqu'un, d'ailleurs, je me souviens tellement, je l'ai vu, il m'a plu, ce sketch-là s'appelait Khaliya Menhaj. Et il démontre l'histoire de parents qui, à chaque fois que leur dit les parents disent Khaliya Menhaj, Khaliya Menhaj. Un beau jour, l'enfant a fait la rougeole et a fait un handicap suite à cette rougeole maladie. Donc, c'est très frappant. Et puis, ils choisissent, non seulement le texte est attirant, mais aussi l'acteur, le principal acteur, c'était Lamine Nahdi, donc un grand acteur. La télévision aussi, elle peut encourager les gens pour introduire de nouveaux modes de vie. Un message, une fois, est passé à la télé sur l'activité physique, pour montrer l'activité physique, le bienfait de l'activité physique. Bien entendu, ça m'a les nouvelles technologies maintenant de communication à travers les SMS, à travers l'Internet. J'ai juste voulu vous passer, à titre d'exemple, l'Institut de nutrition de la Tunisie. Donc, ça m'a des types d'affiches que vous pouvez lire. Il y a beaucoup de documentation très intéressante. L'Institut de nutrition, notamment pour le diabète. Par exemple, c'est une affiche sur les 10 conseils pour une alimentation saine. Il présente les fruits, les légumes à volonté, tu consommeras. L'huile d'olive modérément, tu utiliseras. Les graisses, les fritures et les sucreries, tu n'abuseras point, etc. Donc, ça m'a 10 conseils qui sont très intéressants et qui peuvent attirer donc la population. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous avez retenu de cet enseignement formel? Vous avez déjà les diapos sur la plateforme. Auparavant, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Maïssa? Pour influencer l'état de santé, il faut avoir de bons moyens de communication qui vont attirer l'attention de la population cible. Quoi d'autre?
ميسة كنت تكلم انت ميسة تو؟ Oui. Quoi d'autre ميسة؟ كهو؟ Il faut bien choisir les moyens de communication puisque ça va agir sur comment on va influencer les gens. Donc تحكي على les outils انت تو. Oui. قبل les outils on a parlé de quoi? Je connais, faites attention, faut que la méthodologie de l'utilisation des outils, on doit réfléchir, quel est mon problème? Qu'est-ce que je dois dire? Quel objectif? Qu'est-ce que je peux dire? J'identifie ma population, j'identifie les ressources, hein? Les 8 étapes. Telle situation, l'impact ou pas de l'évaluation. Tout ça se prépare avant de choisir l'outil. Mais puis, vous avez les différents outils. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. يعطيكم صحة الحضور قليل برشا malheureusement احنا نخافوا من الكوفيد ولكن الحضور قليل كهو. Ok Mela, merci pour votre attention. Slama.